Mesdames et messieurs, merci de rejoindre la télévision nationale pour vous informer. Au sommaire, la première dame de la République est à Abuja, au Nigeria. Adja Diéné Kondé participe à l'une des plus grandes rencontres du continent africain sur l'entrepreneuriat. 5000 jeunes entrepreneurs porteurs de projets seront financés par la Fondation Tony Elumelu. L'auteur certificat d'études élémentaires session 2019 a livré ses résultats. Zoom ce soir sur les meilleurs des meilleurs de la commune de Kalouma et Matam. Les deux candidats ont décroché le précieux sésame avec les meilleures mentions. Assainissement de la ville de Conakry, les cadres et responsables du département de l'île d'Orbic sur le terrain pour coordonner les activités. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Direction le Nigeria pour ouvrir cette édition. La première dame prend part aux travaux du forum sur la santé et l'entrepreneuriat jeune en Afrique. Les décideurs réfléchissent sur le mécanisme de financement des infrastructures sanitaires. Dans le volet entrepreneuriat, 5000 jeunes issus de tous les pays d'Afrique bénéficieront d'un soutien financier de la Fondation Tony Elumelu du Nigeria. Les détails avec Maurice Sidibé. À cette rencontre de haut niveau organisée par la Fondation Tony Elumelu au Nigeria, la Guinée est représentée par une délégation à sa tête, la première dame de la République. 5000 jeunes venus des différents pays y prennent part. La Fondation Tony entend accompagner ces jeunes en finançant leurs projets pour lutter contre l'immigration clandestine et promouvoir l'entrepreneuriat jeune sur le continent. Les dispositions que nous devons prendre désormais, ça va être essentiellement pour sensibiliser la jeunesse en Guinée, parce que ça consiste en cela, puisque la Fondation Tony Elumelu accompagne la jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat jeune. Donc ce que nous devons faire pour faire en sorte que désormais il y ait de plus en plus de Guinéens dont les projets seront éligibles, il faudrait qu'on mène une campagne de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse pour leur faire comprendre la nécessité de s'installer à leur compte. 5000 jeunes, c'est pas petit. Alors ces jeunes, c'est auxquels la Fondation donne de l'espoir. L'espoir d'éviter, disons, de regarder ailleurs. C'est des jeunes qui ont des projets en tête et l'aide financière vient de la Fondation Tony Elumelu. Ils donnent 5 000 ou 10 000 dollars par projet, par jeune. Donc c'est de l'espoir. Ceux qui vont mourir encore cette semaine, c'est une saignée pour l'Afrique. Il faudrait que toutes les consciences se retrouvent pour y mettre fin. Ce forum d'Abuja donne l'opportunité aux décideurs, responsables gouvernementaux et défenseurs de la santé pour évaluer le rôle des soins de santé dans la transformation économique des pays africains. Ces acteurs travaillent à l'intégration des initiatives de soins de santé dans les politiques de développement multisectoriel et à la mise en place de mécanismes de mobilisation des ressources financières internes et externes en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé en Afrique. Combler le déficit d'infrastructures sanitaires est perçu comme un moyen pour atteindre cet objectif. Il était question de mortalité maternelle et infantile. Pour dire tout ce que en Guinée nous avons fait, ce que le gouvernement guinéen a fait depuis 2010 jusqu'à 2019, ce que la Fondation Prosmi a fait en marge pour accompagner le gouvernement, donc la construction de 5 centres de santé, les motos ambulances que nous avons distribuées, tout ça, ça aide à la santé d'un pays parce que la jeune fille scolarisée, éduquée, pourra donc transmettre ses savoirs à son enfant, l'éduquer. Considéré comme facteur accélérateur du développement socio-économique, selon les spécialistes, une expérience de vie plus longue ainsi que le taux de mortalité maternelle et infantile plus bas contribuent à la croissance globale du PIB des pays. Un secteur de santé stable favorise la croissance économique par son impact sur la productivité du travail et la réduction des dépenses globales consacrées à la santé.
Retour en Guinée où face à la presse, le ministre de la Santé a expliqué les enjeux de la vaccination et des interventions de masse de son département. Edouard Nyako Ilama a par la même occasion sollicité l'appui des hommes de médias afin de mieux sensibiliser les populations sur l'importance des campagnes de vaccination dans la lutte contre les maladies infectieuses. Adiatou Bari. La dernière campagne de distribution du Prazigantel marque encore les esprits. Ce, à cause des effets indésirables observés chez les enfants dans les préfectures de Koya, Fria et Dubrika. Ces souvenirs impactent encore les récentes interventions de masse du ministère de la Santé, comme la vaccination contre la poliomyélite. Pour cette dernière, seulement 76% des enfants de moins de 5 ans ont reçu les doses vaccinales, selon les statistiques du ministère de la Santé. Un taux jugé faible et surtout dû à la réticence de nombreux parents. Si nous parlons des maladies qu'on peut prévenir par la vaccination, il s'agit beaucoup plus des maladies qui se répandent facilement, des maladies contagieuses. Beaucoup de gens ont dit aussi la vaccination, etc. On a commenté négativement. Mais nous vous prions d'accepter de vous faire vacciner et de faire vacciner vos enfants, vos proches. Pour briser la réticence et les fausses rumeurs, le ministère de la Santé mise sur la communication. Et les hommes de médias constituent la première cible de cette intervention. Une initiative pour rétablir la confiance entre les citoyens et les prestataires de santé à travers la diffusion des informations crédibles sur les interventions sanitaires de masse. Vous les journalistes, aidez la santé. Si vous commentez positivement les effets des traitements de masse, les effets de la vaccination ou des vaccinations, vous allez voir que les mères, surtout qui sont très collées aux enfants, parce que la maman est plus collée à l'enfant que le papa, c'est pas juste des mères, seront très nombreuses à amener leurs enfants pour se faire vacciner ou pour prendre les médicaments qu'on distribue. Alors c'est à cette tâche certainement difficile, mais noble, que nous vous invitons. Aujourd'hui, la Guinée est déterminée à réduire le taux de mortalité de nombreuses pathologies. La vaccination, la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et des médicaments sont des interventions de masse qui devraient permettre au pays de gagner le pari. Et puis les nouveaux cadres de la Banque mondiale en Guinée ont été reçus par la ministre du Plan et du Développement économique. Un moment convivial pour évoquer l'état du cadre de dialogue entre la Guinée et l'institution internationale bancaire. Maïmouna Bella Diallo, reportage. Tous les 3 ans, la Banque mondiale remplace ses cadres basés ailleurs. Les successeurs de l'équipe de Rachidi sont déjà en Guinée. Ce mardi, ils se sont présentés à la ministre du Plan et du Développement économique. Ces experts ont exprimé à la ministre Kani Diallo l'engagement de leur institution bancaire à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre du PNDS. Nous avions notre première rencontre officielle, notre première audience officielle avec Madame la ministre pour discuter de l'engagement du groupe de la Banque mondiale auprès des autorités guinéennes, pour mieux comprendre aussi le plan de développement économique et social et de savoir comment on peut continuer à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce plan. Nous avons un portefeuille de 24 projets en Guinée que nous comptons renforcer. Et l'idée, c'est vraiment de discuter avec les autorités quelle est la meilleure manière d'améliorer ce portefeuille. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est attendu à Conakry pour une visite de 4 jours. Hafez Ghanem vient après le président de la Banque africaine de développement. 2 visites qui s'inscrivent dans le cadre des échanges sur les opportunités et les priorités pour le développement du pays. Cela est principalement le résultat d'une action, de l'action de M. le Président de la République, qui est un acteur infatigable du développement de la Guinée. Et ça dénote aussi le rayonnement qu'il a à travers le monde, le soutien que les partenaires manifestent à la Guinée, la confiance qu'ils ont
en lui et cela se transforme en des actions concrètes de mobilisation de ressources et de financement de projets. À ce jour, le portefeuille des investissements de la Banque mondiale dans notre pays est considérable. Il s'élève à près d'$1 milliard. Autre sujet d'actualité, la formation sur le renseignement douanier vient de prendre fin à Conakry. L'initiative met en application l'une des recommandations de la rencontre de Bangui organisée par la Direction générale des douanes. L'objectif est de lutter contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Mohamed Seyassouma nous signe ce reportage. Pendant 5 jours, ces jeunes soldats de l'économie se sont appropriés le SEN, réseau douanier de lutte contre la fraude. C'est une contribution des experts du bureau régional de liaison chargé du renseignement pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous suggérons au directeur général des douanes de Guinée d'accélérer le processus de relecture et d'adoption du texte normatif qui va devoir encadrer l'activité renseignement au sein des douanes guinéennes afin de mieux définir les acteurs, les clients, les circuits d'échange, les circuits de collecte, d'échange et de diffusion du renseignement. La douane n'est pas que recette, la douane c'est aussi la préservation de la sécurité. En effet, face aux enjeux, face aux menaces terroristes, la douane se veut vraiment de jouer sa partition. Et l'outil le plus efficace présentement, c'est l'échange de renseignements. Ce portage d'expérience sur le renseignement douanier a abouti à 10 recommandations, parmi lesquelles l'opérationnalisation du SEN, une plateforme reconnue pour son efficacité par l'Organisation mondiale des douanes. En Guinée, les autorités douanières tiennent au respect de ces différentes recommandations. L'objectif recherché est d'honorer leurs engagements à la vice-présidence de l'OMD, AOC. Suivant les informations que nous avons reçues et à l'écoute aussi des recommandations issues des travaux, nous savons que nos agents de douane ont une certaine maîtrise maintenant en ce qui concerne le rôle et la place du renseignement dans la lutte contre la fraude douanière et dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Au nom du directeur général des douanes, nous prendrons toutes les dispositions utiles pour la mise en œuvre effective des recommandations issues de ce séminaire, parce qu'il va de l'intérêt de l'administration des douanes de Guinée. Au cours de cette session, 16 agents des douanes ont bénéficié de 9 modules innovants sur le renseignement, une étape cruciale qui positionne la Guinée dans la stratégie mondiale de l'information et du renseignement. Et puis les membres du consortium de 3 institutions d'enseignement professionnel qui accompagnent les filières hôtelières sont à l'école de la gestion de projet. Pendant 5 jours, ils vont apprendre à gérer un projet afin de développer les compétences de base du personnel hôtelier. C'est Fatima Diallo, pardon. Le secteur hôtelier a pris un essor considérable ces dernières années dans notre pays. Pour accompagner cette dynamique, le gouvernement, à travers le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, œuvre à la qualification des hôteliers. Cette formation est destinée aux formateurs du personnel hôtelier des institutions d'enseignement disposant des filières d'hôtellerie, notamment les instituts Saint-Faute, Billy École et Mahatma Gandhi. Ils font partie des 17 établissements d'enseignement lauréats du fonds compétitif. Le personnel que nous avons, l'équipe du projet, à pouvoir bien gérer notre projet selon les principes du processus. Ça concerne le personnel de la cuisine-pâtisserie, le personnel du service et le personnel de l'hébergement. Au sortir de cette séance, le consortium devrait disposer de tous les outils nécessaires pour la gestion d'un projet. Une manière pour lui d'être autonome. Tous les membres, de façon individuelle ou collective, devraient être capables de manager un projet. Cela, il faut comprendre qu'il y a d'abord un rappel général qu'il faut expliquer et les difficultés que les gestionnaires de projet rencontrent et les mesures palliatives qu'il faut par rapport à cela et techniquement la procédure qu'il faut de l'idée jusqu'à la conception, jusqu'à ce qu'on appelle la recherche du financement. Le fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité est une composante du BOSEJ.
Il a pour objectif de créer au sein des institutions de formation des programmes innovants, des programmes conformes aux standards de certification internationale. Le fonds permettra également d'améliorer les programmes de formation grâce à un partenariat public-privé. Examens nationaux session 2019, les résultats du certificat d'études élémentaires sont connus. Certains candidats ont eu le précieux sésame avec les meilleures mentions. C'est avec joie et enthousiasme qu'ils ont été accueillis dans leurs familles respectives. Comment ont-ils abordé les épreuves? La réponse dans ce reportage de Barry et Aboubakar Diaby. Maria Mohamed Sampil a été la première dans la commune de Kaloum sur un effectif de 1644 candidats inscrits au compte du certificat d'études élémentaires. Ainsi, elle obtient la mention très bien. Cette victoire qu'elle dédie à ses parents et à ses encadreurs la galvanise. La jeune talentueuse ne manque pas d'ambition. À l'image de son père, elle caresse le rêve d'être avocate. À son école d'origine, on loue ses efforts et son intelligence. Je ne peux pas décrire la joie que je ressens en ce moment. Être première d'une commune sur 1600 et quelques élèves, c'est vraiment une fierté pour moi et toute ma famille et mon école aussi. Ce qui me motive le plus à étudier, je veux étudier pour que plus tard je sois une avocate comme mon père. C'est pour cela que je l'ai dit en le remerciant que je veux être comme lui. Il est mon modèle. Mademoiselle Mohamed Sampil, c'est une jeune fille. Elle est pleine de vie, de vivacité, de sérieux. Une telle élève est le reflet de la famille. À Matam, c'est Moussa Kaba qui est le premier de la commune, originaire du groupe scolaire privé Alassane Souma. Il est arrivé en tête parmi les 4346 candidats qui ont participé à l'examen d'entrée en 7e année dans cette commune de la capitale. Je suis vraiment contente de mon admission. J'apprenais mes leçons à l'école et à la maison. Je révisais tous les jours. J'ai participé à la révision du maître chaque jour. J'écoutais le conseil de mon maître. Cette fois-ci, j'ai été le premier de la commune de Matam. Dans l'avenir, je vais être le premier de la République. Nos encouragements, surtout aux candidats qui ont occupé la première place, n'est-ce pas, à savoir le candidat admis de l'école privée Alassane Souma. Moussa Kaba et Maria Mohamed Sampil ont travaillé durement pour figurer parmi les champions de l'examen d'entrée en 7e année. Comme pour dire que la synergie entre l'école et parents d'élèves s'impose comme une nécessité. Voilà, c'était un reportage de Mounir Barry et Aboubakar Diaby. Comme vous le savez, chaque dernier samedi est réservé à l'assainissement de la ville de Conakry. Ce matin, 4 responsables du département de l'hydraulique et de l'assainissement étaient sur le terrain pour coordonner les activités. Une occasion pour le ministre Papakoli Kourouman de visiter une petite unité de recyclage des plastiques. Yaya Silla nous en dit plus. Tout commence ce matin par la visite de cette petite unité de recyclage des plastiques au kilomètre 36. Une unité de fabrique des pavés créée par cette jeune dame et qui emploie 8 personnes. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a eu droit à quelques explications techniques sur les apports de cette unité dans la campagne Conakry Ville Propre. Si vous voyez que je me suis lancée dans ça, c'est parce que j'ai vu que mes aînés aussi ont une même idée que moi de lutter contre la pollution, de lutter contre le chômage. C'est pourquoi aussi moi aussi j'ai essayé de créer ça et pour aussi montrer à nos amis qu'on peut naître en Guinée et grandir en Guinée et réussir en Guinée. La mise en place de cette unité industrielle est un pas important vers l'atteinte des objectifs, d'où la promesse du ministre de soutenir cette initiative. Je pense que le gouvernement devait pouvoir aider des personnes et des initiatives comme ce que nous venons de voir tous. D'abord, il y a le fait qu'elle participe à l'assainissement.
Mais il y a aussi qu'elle crée de la main-d'œuvre. Il arrive qu'en saison pluvieuse, on a des problèmes d'accès à la décharge. Moi, je pense que voilà des choses qu'on peut utiliser pour faire nos routes, que d'aller prendre des entreprises qui vont nous coûter très cher, alors qu'on n'utilisera même pas 15 à 20% de ce qu'on nous facture au kilomètre. La dernière étape du contrôle et de supervision de la journée d'assainissement a été le marché de Simamboussia. Là, sous une fine pluie, les femmes de marché ont salué cet apport du gouvernement à redonner à la capitale sa beauté d'antan. Dans un autre registre, la gestion des risques liés à la sécurité alimentaire et à l'érosion côtière, une menace qui marque des points sur la sécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle des volontaires se retrouvent pour suivre une formation. Mariam Kamara, Nabi Kamara, reportage. La sécurité alimentaire, l'érosion côtière et fluviale sont devenus des sujets de préoccupation. La prévention des risques interpelle différents acteurs. Les volontaires nationaux et internationaux affûtent leurs armes pour agir. Ces jeunes renforcent les stratégies pour accroître les capacités de résilience des populations face aux crises. Au niveau de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, on va mettre en place une stratégie en fait en termes de ressources humaines pour répondre aux éventuelles crises et catastrophes qui vont arriver en Guinée. Donc on va identifier en fait les acteurs qui sont dans le secteur humanitaire. Qu'est-ce que ces acteurs font pratiquement et quels sont les moyens en fait de développer des partenariats avec l'Agence nationale du volontariat jeunesse, mais de pouvoir aussi les certifier pour qu'ils puissent accueillir des volontaires au cas où des crises advenaient en fait en Guinée, de mettre les deux ressources humaines ensemble pour pouvoir pallier en fait à cette situation. On parle de résilience. Notre but, c'est vraiment de travailler sur la résilience des populations face aux crises et aux vulnérabilités. Le projet Action des volontaires européens et nationaux investis pour la résilience est mis en place depuis 9 mois. Il participe au renforcement des politiques du gouvernement d'intervention des volontaires. Le projet s'étend sur 24 mois. Il est financé par l'Union européenne pour un coût global de plus d'1 million d'euros. Le gouvernement guinéen met un accent particulier sur le volontariat, l'aide à la formation de jeunes. France Volontaire a un partenariat déjà qui est signé avec l'ANVJ, qui est l'Agence nationale du volontariat jeunesse. France Volontaire s'engage avec l'appui technique du PAM, de certaines institutions internationales à former les jeunes guinéens, parce que vous savez, le volontariat aujourd'hui est un levier de développement à travers le monde. Après Conakry, la prochaine étape du projet sera en direction des volontaires nationaux de l'intérieur du pays. L'initiative pourrait permettre de remobiliser les jeunes Guinéens dans les actions de volontariat pour le développement en faveur de la Guinée. Puisqu'on parle de changement climatique, la côtière guinéenne fait partie des zones les plus affectées par le dérangement climatique. Ces zones abritent près de 30% de la population. Pour réduire cette vulnérabilité, les responsables administratifs et locaux du littoral apprennent des techniques afin de minimiser les conséquences. Abdoulaye Diallo. La coupe abusive du bois pour le fumage de poissons, l'extraction du sel sont les principales agressions humaines qui affectent la zone côtière guinéenne. Pourtant, cette zone abrite près de 38% de la population et fournit à travers la mangrove 60% de l'énergie domestique à la capitale et certaines villes du littoral. Cette pression impacte négativement la sécurité alimentaire et le niveau de vie des populations les plus vulnérables. Étant donné qu'il y a des impacts du changement climatique, à savoir l'élévation du niveau de la mer, le réchauffement, l'élévation de la température. Donc tous ces effets prouvent que la zone côtière est la plus vulnérable. Le cas pratique est à Kabak. Quand vous allez à Kabak, vous allez trouver que depuis 1950, le gouvernement et ses partenaires continuent à accompagner la communauté pour effectivement maîtriser l'eau. Mais depuis 1950 jusqu'à présent, quand vous allez, la dernière digue qui est là, effectivement, a lâché. Pour minimiser cette pression sur l'écosystème, les élus locaux et les administrateurs territoriaux du littoral échangent sur la problématique. L'objectif est d'informer ces acteurs des collectivités locales sur la vulnérabilité de la zone côtière face au réchauffement climatique.
plus les collectivités sont informées, plus les collectivités trouvent leur intérêt, mieux ces collectivités-là sont impliquées dans la gestion de ces ressources-là. Il faut les impliquer pour que les collectivités même prennent en charge la gestion des ressources naturelles de leur terroir. Le gouvernement guinéen et ses partenaires envisagent de développer une stratégie dans le but de renforcer la résilience tant au niveau des populations, mais aussi des écosystèmes les plus vulnérables des zones côtières. Les actions se multiplient, des acteurs et partenaires se concertent aussi à Kamsar autour de cette problématique de la gestion de la zone côtière en Guinée en vue de conjuguer les efforts pour combattre le phénomène. Younous Atawel Kamara. La région administrative de Boké est l'une des zones côtières du pays sous la menace du réchauffement climatique. La situation serait due à certaines activités des populations sur l'environnement. Pour atténuer les effets du phénomène, les techniciens du ministère de l'Environnement entendent impliquer les autorités régionales de Boké. La stratégie donne la priorité à la sensibilisation des populations de Boké. Lorsque nous voyons la détérioration du climat, la poussée démographique, l'urbanisation accélérée, l'industrialisation, le développement du secteur minier, tout ceci sur un seul littoral, avec tous ces bras de mer, l'activité devient préoccupante. La terre se réchauffe, le niveau de la mer augmente et les vagues deviennent de plus en plus fortes. Alors c'est compte tenu de tous ces aspects que le gouvernement a pris conscience et nous a mandaté, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, de prendre toutes les dispositions idoines pour inverser les tendances de la dégradation. Selon les conférenciers, la coupe abusive de bois pour le fumage de poissons et l'extraction de sel sont entre autres principales sources de déforestation. D'où la nécessité pour ces acteurs de mettre en place une stratégie de communication pour une bonne gestion de la zone côtière. Quand vous prenez les paysans qui coupent la mangrove pour le fumage de poissons, extraction de sel, ils vivent de ça. Donc, pour leur dire de ne pas faire, il faut faire une activité génératrice de revenus qui peuvent les permettre de ne pas aller couper la mangrove. Parce que c'est sous la mangrove là que les poissons se produisent. Cette formation a permis aux participants de cerner les conséquences liées à la déforestation. Ils s'engagent tous à mutualiser les efforts pour combattre le phénomène dans la zone côtière. On en vient à Guinée. En bref, le résumé de l'actualité condensée sous forme de télégramme dans un commentaire de Salioba. Le ministère de l'Information et de la Communication, à travers le Centre de formation et de perfectionnement en communication, lance un vaste programme de formation en faveur des hommes des médias, de la presse publique et privée. Un volet de réformes engagé par le département de l'information et de la communication pour qualifier davantage les hommes des médias. Nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y a des problèmes de formation sur le terrain. Si vous suivez les émissions aujourd'hui, si vous lisez les papiers, si vous regardez la qualité des images, la qualité justement de la technique sur le terrain, vous vous rendez compte qu'on a besoin justement d'une certaine remise à niveau du fait qu'il y a, n'est-ce pas, une révolution technologique qui semble tout bouleverser. Un média doit constamment se remettre en cause. Et cette remise en question de son personnel doit passer forcément par la formation. D'autant plus que nous sommes fortement tributaires aujourd'hui des avancées de la technologie. Il faut une remise à jour et de nos journalistes et de nos techniciens pour que de plus en plus nous qualifions notre prestation. La prévention des conflits entre employés, employeurs des institutions bancaires et de microfinance au centre de cette rencontre animée par le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix et la Fédération des banques et assurances de Guinée. L'action vise à maintenir la cohésion au sein des institutions bancaires et des microfinances de Guinée. Lorsque les syndicalistes qui sont les partenaires
de référence du patronat eux-mêmes connaissent effectivement les techniques liées à la prévention des conflits, ils peuvent prendre le devant et permettre aux sociétés de continuer leur fonctionnement normal. Première édition de la foire Made in Guinée. L'événement est lancé par le ministère du Commerce et celui de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. La foire offre l'occasion aux producteurs guinéens d'exposer leur savoir-faire et de vendre leurs produits. Le forum attire de nombreux partenaires. Déjà, un protocole d'accord est signé avec la Côte d'Ivoire et la Chine. Cette mise en valeur de la production nationale doit être promue, car elle va contribuer à garantir et à fournir le marché national, mais surtout à permettre à nos produits de participer à la chaîne de valeur régionale et internationale. Fin de la première édition du tournoi de Maracana. Placée sous le haut patronage du Premier ministre, la compétition a regroupé pendant une semaine 12 équipes venues de différents départements ministériels. En finale, l'équipe du département des hydrocarbures a dominé la formation de la fonction publique en jaune sur le score de 3-0. Je dirais que nous sommes fiers vraiment d'apporter cette coupe et nous serons là pour la prochaine édition et pour accompagner toute la jeunesse de l'administration guinéenne. Page noire, la Grande Muette a rendu un vibrant hommage au vice-amiral Ali Dafé, ex-chef d'état-major de l'armée de mer, et le lieutenant-colonel Ibrahima Sall, désormais ancien secrétaire général des forces armées. Ils ont reçu tous les honneurs dus à leur rang avant de regagner le cimetière de Cameroun. Sergent-chef Alassane Diaby. Vice-amiral à la retraite Ali Dafé reçoit les ultimes hommages des forces armées à la base logistique de la Marine nationale. Au premier rang, le chef d'état-major général des armées, venu se recueillir devant la dépouille mortelle de l'ex-chef d'état-major de l'armée de mer, décédé le 21 juillet dernier des suites de maladie. J'étais chef d'état-major général des armées quand Ali Dafé était chef d'état-major de la Marine nationale. Il a toujours obéi aux ordres qu'on lui donnait. Surtout, il a été loyal. Il était d'une loyauté exemplaire. Cet officier général à la retraite décoré de la Croix de guerre a fait ses premiers pas dans l'armée en 1964. Il a connu un brillant parcours dans sa carrière militaire. Il a occupé, entre autres, le poste du conseiller militaire près la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, et de chef d'état-major de l'armée de mer. Vice-amiral à la retraite Ali Dafé tire sa révérence à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui 2 veuves et 9 enfants. Tous ceux qui sont là aujourd'hui auprès de l'armée pour rendre un dernier hommage à notre compagnon d'armes, le général de division Ali Dafé. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à ces anciens. Ils se sont donnés corps et âme. Ce sont eux qui ont créé cette armée. Si on parle de gloire de l'armée guinéenne, voilà, ils sont là. Ils sont eux. Ils sont là. C'est le mot de la remercier. C'est un de leurs qui est couché ici. Dans la foulée, la haute hiérarchie militaire s'est rendue à la morgue d'Ignacidine pour la levée de corps du lieutenant-colonel Ibrahima Sall, secrétaire général de l'inspection générale des forces armées, décédé des suites de maladie à Conakry. Cet officier supérieur de la classe de recrutement de 1990 a reçu les honneurs dus à son rang, avant le départ du cortège funèbre pour l'abbé, où il sera inhumé. À la même page, le magistrat Kele Fassal, ancien président de la Cour constitutionnelle, a tiré sa révérence tôt ce matin à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie. Dans la famille mortuaire, parents, amis et collaborateurs se sont succédés pour présenter leurs condoléances. Paix à l'âme du défunt, nous y reviendrons.
Nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable attention et passez de bons moments en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.